Assalamu alaikum, bienvenue dans Écho des Dames. Je suis Madina, une amoureuse du Coran et passionnée de l'apprentissage. Bienvenue dans cet espace où nous explorons des sujets profonds et inspirants pour nourrir notre foi, élever nos âmes et éclairer nos vies. Chaque épisode est une invitation à réfléchir, à apprendre et à grandir ensemble. Merci d'être là et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau épisode de ton podcast. Il est 5 heures et je suis confortablement installée dans mon salon avec un bon quinquilibre au citron devant moi. Aujourd'hui, je veux parler d'organisation. On est en décembre, bientôt janvier. Donc, dans le calendrier grégorien, c'est bientôt le nouvel an. Et comme à la force des choses, nous utilisons énormément ce calendrier, je me suis dit que c'était une bonne opportunité, une belle occasion de parler d'organisation, étant donné que le nouvel an est toujours une opportunité de nouveau départ, une opportunité de partir sur de bonnes bases, une opportunité de construire de nouvelles et de bonnes habitudes. On va essayer d'en profiter, Inch'Allah. Donc, je veux aujourd'hui qu'on parle d'organisation. Comment est-ce qu'on peut s'organiser correctement, que l'on soit mère de famille, femme au foyer, que l'on soit fonctionnaire, que l'on soit travailleur dans le privé, que l'on soit entrepreneur, femme d'affaires ou peu importe le domaine dans lequel on se trouve, ou homme d'affaires d'ailleurs, parce que je sais qu'il y a des hommes qui m'écoutent aussi. L'organisation est quelque chose de très important dans le sens où le temps est la ressource la plus importante dont nous disposons. Le temps est la chose la plus valeureuse qui existe dans notre vie parce que la vie en elle-même n'est composée que de temps. Et chaque temps qui nous échappe, chaque temps utilisé ou perdu est une partie de nous qui s'échappe également. Lorsqu'on prend conscience de cela, on se rend compte qu'il est primordial de faire de la gestion du temps à travers l'organisation quelque chose d'essentiel dans notre vie. Pendant un de mes programmes que j'anime pour les adolescents pendant les vacances, un programme de leadership, j'avais invité un intervenant qui, durant une séance et un exercice pratique, avait calculé le nombre d'heures et le nombre de minutes qu'une personne qui vivrait 80 ans aurait à passer sur la Terre. Et je n'ai plus exactement les chiffres en tête, mais c'était pas beaucoup en fait. On pense que 80 ans, c'est les plus chanceux qui l'ont. Voilà, parce que personne ne sait combien de temps Allah subhanahu wa ta'ala va lui accorder sur la terre. Mais on s'est rendu compte que même si on avait cette chance-là, cette grâce-là de vivre sur la terre pendant 80 ans, lorsqu'on le convertit en nombre de jours, en nombre d'heures et en nombre de minutes, ce n'est pas fameux lorsqu'on voit à quel point les minutes et les heures s'égrènent rapidement. On se dit, mais ça passe quand même vite. Moi, je l'ai toujours dit, même si Allah t'accorde 100 ans, tu finiras par mourir et ça va paraître peu. Parce que ça va passer vite. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point le temps s'écoule assez rapidement en ce moment? Est-ce que vous voyez à quelle rapidité on passe du lundi au lundi? Parce que aujourd'hui, on est vendredi, parce que j'enregistre le podcast le vendredi matin même. Aujourd'hui, on est vendredi. Mais on était lundi, c'est comme s'il y a à peine quelques heures, quoi. Il y a à peine quelques jours. On était lundi il n'y a pas du tout longtemps. Et on va se retrouver dans un autre lundi tout de suite. Pour dire à quel point notre vie s'évapore rapidement. Donc il faut essayer d'en tirer le profit, le maximum de profit possible. Moi, je m'étais fait cette réflexion aussi lorsque il y a un jeune footballeur ivoirien qui était décédé en 2017. J'avais vu beaucoup de choses qui avaient été dites sur sa vie, son parcours, ses réalisations. Il était décédé, je crois, à 30 ans.
Et la réflexion que je m'étais faite en son temps, c'était que deux fois, 30 ans vécus sur la terre valent mieux que 80 ans vécus de certaines personnes. Il y a des personnes à qui Allah n'accorde que 20 ans, 30 ans. Mais quand tu regardes l'impact qu'ils ont eu, quand tu regardes la vie qu'ils ont menée, quand tu regardes les réalisations qu'ils ont faites, de par leur impact, je ne parle pas de popularité ou un truc, mais de par l'impact des actes, même si c'est minime, tu te rends compte que la personne a une vie plus remplie, la personne a une vie plus conséquente qu'une personne que tu peux voir qui a eu 80 ans sur Terre, mais quand tu essaies de faire le bilan de lui, sa vie, ces 80 ans-là risquent de peser beaucoup plus en sa défaveur qu'en sa faveur. Donc finalement, deux fois, je me fais la réflexion très souvent pour dire, certes, on demande à Allah de nous accorder une longue vie, mais en réalité, une vie bénie, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc il nous accorde une longue vie et une vie bénie, une vie de grâce, une vie qu'on va mener dans sa guidance. Parce que c'est pas la longueur qui compte, c'est l'impact. Et c'est de quelle manière est-ce qu'on utilise ce temps qui est mis à notre disposition. Et on va essayer de se donner quelques conseils dans cet épisode-là par rapport à ça. Donc voilà une longue introduction qui s'achève. J'ai parlé d'organisation. Et pour moi, l'organisation, c'est pas un objectif. L'organisation, c'est un outil. C'est un outil et cet outil est mis au service d'un objectif. Sinon, ça n'a pas de sens. On ne se lève pas simplement comme ça pour dire je vais m'organiser, je vais être plus structuré, je vais être plus organisé, je vais être plus concentré. S'il n'y a pas un objectif en tête, s'il n'y a pas une vision pour soutenir et cette organisation, ça ne va pas mener réellement quelque part parce qu'on ne peut pas juste s'organiser comme ça pour le plaisir du mot organisation ou du fait de mettre des choses en place dans sa vie lorsque cela n'aboutit pas à quelque chose. Donc, lorsqu'on veut parler d'organisation, il y a quelque chose qui vient en amont. C'est de se dire pourquoi est-ce que je veux m'organiser? À quel service je veux mettre cette organisation? Quelle est la vision que je veux concrétiser? Quel est l'objectif que je veux réaliser? Et ça amène à cette question qu'on a abordée dans l'un des épisodes qui était la question de la mission de vie. Je crois que c'est l'épisode numéro 3, si je ne me trompe pas. La question de la mission de vie. On a parlé du fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous a déjà assigné une mission en arrivant sur cette terre. Il a dit, je n'ai créé les hommes et les djinns que pour m'adorer. Et on a dit que l'adoration, c'est toute chose qu'on peut faire avec l'intention de plaire à Allah, de se rapprocher d'Allah. Donc que l'on soit en train de pratiquer de la médecine, que l'on soit en train de faire de l'agriculture, de chercher sa subsistance, de s'occuper de sa famille, d'éduquer ses enfants, de préparer pour son mari, tant que l'intention derrière est de faire ce qui plaît à Allah, on est en adoration. Donc, étant donné qu'il y a une multitude de formes d'adoration et qu'on ne peut pas s'investir dans toutes les formes d'adoration, c'est là qu'intervient la vision personnelle qu'on a pour sa vie, la mission qu'on s'assigne soi-même. Donc, il est important de se demander dans quel domaine est-ce que j'aimerais moi avoir de l'impact, dans quel domaine est-ce que j'aimerais contribuer. Parce que ça aussi, on en a parlé, le musulman ne doit pas vivre en marge de la société. Le musulman doit avoir sa participation dans la construction de la société. Donc, on doit choisir son champ d'action, c'est très important. Et le champ d'action, on le choisit généralement en tenant compte des compétences que nous avons, des talents que nous avons, des centres d'intérêt que nous avons, des rêves que nous portons. Donc, je peux décider, moi, de m'investir dans le domaine de l'éducation. L'éducation, ça reste toujours très vaste. Donc, principalement, dans l'éducation, je vais choisir tel pan. Je peux décider, moi, de m'investir dans tel autre domaine. Dans tel autre domaine, il y a énormément de domaines dans lesquels on peut s'investir. D'autant plus qu'il y a énormément de défis dans la communauté musulmane. Donc, il ne peut pas manquer, en fait, de quoi faire. Des choses sur lesquelles on peut agir pour soulager les gens, pour apporter un mieux-être aux gens, pour apporter un plus dans la vie des gens. Et moi, lorsque je parle de mission de vie, lorsque je parle de vision et d'objectif global,
il ne faut pas toujours penser qu'il faille sortir, s'engager dans des causes grandioses. Des fois, on a juste besoin d'avoir pour objectif d'être la meilleure maman possible, d'être le meilleur papa possible. Des fois, notre mission de vie et notre champ d'action en tant que leader, c'est de leadership parental. C'est déjà une mission assez grande que de décider, par exemple, de donner le meilleure éducation possible à son enfant. D'éduquer l'enfant de sorte que l'enfant ait vraiment une bonne confiance en soi, une bonne estime de soi, que l'enfant ait de bonnes compétences transversales, que l'enfant excelle à l'école, que l'enfant ait une excellente éducation religieuse et que cet enfant, demain, lui aussi puisse s'investir dans d'autres domaines qui seront encore plus grands et qui aura un champ d'action beaucoup plus vaste que ce que nous on a eu, qui est le cercle familial. Mais l'impact dans le cercle familial c'est un impact qui est durable, qui est conséquent et qui finit par se démultiplier parce que chaque enfant éduqué de cette façon-là arrivera dans le futur, par la grâce d'Allah, à avoir un impact sur un public encore plus large. Donc la mission ou bien la vision ou l'objectif qu'on choisit, qu'on se donne, est vraiment en fonction aussi des cartes qu'on a en main. Parce qu'on n'a pas toutes les mêmes possibilités. Il y en a qui ont la possibilité de créer une entreprise, de se consacrer au développement de cette entreprise. Il y en a qui ont la possibilité de travailler dans l'administration publique, dans une entreprise privée, d'être dans le business, dans l'enseignement. Il y en a qui, malheureusement, de par la composition familiale, de par le mari qu'ils ont épousé, de par énormément de choses, ne peuvent pas se permettre ça. Et donc, c'est en fonction des cartes qu'on a en main. On peut décider soit de se donner les moyens nécessaires pour faire certaines choses, mais des fois, vouloir se donner les moyens nécessaires pour faire telle ou telle chose va nous amener à mettre en péril soit la vie de famille, soit la vie de couple, alors que ce n'est pas ce qui est demandé. Si ton mari est déjà un bon époux, machallah, et qu'il fait le nécessaire et tout, pas besoin de se le mettre à dos parce qu'on voit des femmes qui parlent de leadership, qui s'affirment, qui s'affichent. On n'a pas tous besoin d'être sous le feu des projecteurs. On n'a pas tous besoin d'être l'étoile visible. Des fois, on peut être celui qui est le faiseur de leader, celui qui n'est pas leader directement affirmé qu'on voit, mais celui qui, dans sa cellule familiale, est en train de fabriquer de futurs leaders qui vont sortir et qui vont impacter la société. Donc, le domaine d'action qu'on choisit est aussi en fonction des cartes qu'on a en main, des possibilités que nous avons et de ce que nous pouvons faire. Voilà. Mais ce qui est sûr, il faut toujours avoir un domaine d'action, un objectif, voilà, pour pouvoir s'organiser en fonction de cette vision et de cet objectif. Une petite parenthèse, je discutais avec une amie il y a très très peu par rapport à justement cette question et elle me disait, m'a dit, est-ce que tu sais qu'il y a des femmes qui ne peuvent absolument rien apporter à personne, ni à leur mari, ni à leurs enfants. À part nourrir les enfants, ce n'est pas rien de nourrir les enfants, mais à part nourrir les enfants, elles ne peuvent rien faire d'autre. Parce que malheureusement, soit elles n'ont pas été éduquées, elles n'ont pas été scolarisées. Et il y a des femmes, même pour aller en consultation à l'hôpital, elles ont besoin de partir avec un homme. Donc, elles ne sont pas autonomes. Même pour remplir les papiers à l'hôpital et tout ça, tu ne peux pas le faire seule. Tu es tellement limité parce qu'elles ne sont pas autonomes. Et il y a des femmes dont elles ne peuvent pas aider les enfants dans les devoirs de maison. Tout ce qu'elles font, c'est donner de la nourriture aux enfants pour nourrir leur ventre. Parce qu'il n'y a pas que le ventre qui a besoin de nourriture, il y a aussi l'esprit, il y a aussi l'âme. Mais tout ce qu'elle peut faire, c'est nourrir le ventre de l'enfant et puis mettre la télévision, l'enfant va regarder. Je ne suis pas en train de taper sur ces femmes, mais je ne veux pas que notre communauté soit remplie de ce genre de femmes. Je trouve que ça serait vraiment, vraiment, vraiment dommage. On a besoin de femmes qui puissent avoir de l'impact, même si c'est uniquement dans le cellule familiale. Donc, je ne tape pas en fait sur ces femmes. Ce que j'essaie de dire, c'est que on devrait essayer d'être des femmes d'impact, des hommes d'impact, même si le cercle de l'impact est réduit. Une femme qui ne peut ni éduquer son enfant correctement, parce que ça demande aussi des compétences d'éduquer son enfant. Moi, je l'ai constaté personnellement, il y a des femmes qui, dans leur façon d'éduquer l'enfant, casse complètement la personnalité de l'enfant, amène l'enfant à manquer criardement de confiance en lui, parce que c'est tellement
toxique leur façon de se comporter avec l'enfant. C'est tellement violent, c'est dénué de bienveillance, d'amour, de... Et si en plus de ça, tu ne peux ni l'aider dans ses devoirs de classe lorsqu'il va à l'école classique, tu ne peux ni lui enseigner le Coran ni des invocations, et que tu te contentes seulement de lui donner de la nourriture et de mettre la télévision pour lui, non mais franchement, c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut. Donc il faut avoir une vision. La vision globale, c'est qu'est-ce que j'aimerais concrétiser dans ma vie. Quand tu fermes tes yeux, que tu imagines ta vie dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, ou même à la fin de ta vie, quel est l'impact général que tu aimerais avoir? Quels sont les domaines dans lesquels tu aimerais avoir de la trace, de l'impact? Comment tu vois ta vie personnelle, la vie de ta famille, et quelle sera ta trace dans la vie de ta communauté et dans la construction de ton pays? Ça, c'est la vision de façon générale. Maintenant, l'objectif, ça va être un peu à court terme. L'objectif, c'est, par exemple, qu'est-ce que je veux réaliser pour l'année 2025? Inch'Allah, si Allah nous donne la grâce d'y parvenir, qu'il nous le facilite, qu'il nous l'accorde. Si Allah nous donne la grâce de vivre 2025, qu'est-ce que moi je veux réaliser personnellement dans l'année 2025? Ça, c'est un objectif qui est concret et qui est court terme. C'est l'objectif peut être sur 5 ans, sur 3 ans, sur 2 ans, mais sur 1 an, c'est déjà pratique. Qu'est-ce que je veux personnellement pour moi? Et quand je dis qu'est-ce que je veux, c'est dans divers domaines. Si vous pouvez vous le permettre, je vous invite à prendre une feuille, un stylo, et puis à écrire mes objectifs dans le domaine professionnel, mes objectifs dans le domaine social, ça c'est un autre pan. Ensuite, plus loin, mes objectifs dans le domaine familial, ça fait 3. Mes objectifs dans le domaine spirituel, ça fait 4. Et enfin, mes objectifs dans le domaine personnel. Commencez par le personnel. Personnellement, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Ça veut dire qu'est-ce que tu veux comme transformation ou comme plus sur ta personne l'année prochaine, d'ici la fin de 2025? Est-ce qu'il y a des compétences personnelles que tu aimerais construire? Si tu es simplement mère au foyer, il y a souvent des masterclass, des conférences, des formations où on va apprendre juste des techniques sur comment faire pour donner plus confiance à son enfant. Je vais même faire un épisode comme ça, je pense, sur le podcast. Souvent, on n'a pas besoin de se déplacer. À travers son téléphone, on a des chaînes de podcast, on a des vidéos YouTube. Il faut juste faire attention à la source à laquelle on s'abreuve. Mais on peut décider, même en restant dans sa maison, il y a des articles qu'on peut lire. Comment est-ce que je peux faire pour être, par exemple, une meilleure maman, personnellement, avoir des compétences pour mieux éduquer mes enfants? Comment est-ce que je peux faire pour être une meilleure épouse? Comment est-ce que je peux faire pour prendre mieux soin de ma maison, être plus soignée, avoir une maison plus propre, qui sent bon, des trucs comme ça. Personnellement, je peux avoir envie d'acquérir des compétences ou de mettre en place de nouvelles habitudes. Peut-être que j'ai envie de parler une nouvelle langue. À 2025, j'aimerais avoir au moins un niveau débutant en anglais ou en arabe, ainsi de suite. Donc, personnellement, il y a des choses qu'on a envie de réaliser. Ensuite, lorsqu'on vient sur le plan familial, est-ce qu'il n'y a pas des choses que vous avez envie de faire pour la famille, de concrétiser pour la famille? Par exemple, en 2025, je peux décider que tous les dimanches, nous tous, on mange ensemble dans le même plateau. Tous les dimanches, je fais un grand repas, ou bien tous les vendredis, je fais un bon repas. Et puis, je prends un grand plateau. Et là, on ne mange pas à table. Chacun ne prend pas le plat ou l'assiette pour se servir. On met ça au milieu du salon, que ce soit les servantes, que ce soit mes petites soeurs qui vivent avec moi, que ce soit nous tous, on se met autour de la même assiette, on met la main dedans, on mange, on discute, on papote. Ça fait une activité qui renforce l'harmonie familiale. Ça peut être, par exemple, mettre en place des sorties, mettre en place des lectures familiales ensemble. Chaque tel jour de la semaine, chaque week-end par exemple, les enfants vont lire des livres, venir faire des résumés. Mais on peut mettre quelque chose, une habitude en plus dans la famille. Lorsque je passe sur le plan professionnel, c'est pareil. Si je travaille, que j'ai un commerce, une entreprise ou que je suis professionnel,
Qu'est-ce que je veux de plus dans mon entreprise, dans mon business ou dans ma profession pour cette année 2025? On parle sur le plan social. Quel est l'impact que je veux avoir? Si j'ai envie d'avoir un impact social, est-ce que je veux participer à telle association qui nettoie souvent en fait le quartier? Au moins, c'est ma contribution. Je contribue à rendre le quartier plus propre. Est-ce que je vais, au moins une fois dans le mois, aller militer dans telle association qui va récolter des vêtements ou des quoi pour aller aider les déplacés internes? En tout cas, on peut trouver son champ d'action en fonction de ce en quoi on veut contribuer. Est-ce que, je sais pas, chaque vendredi, je vais donner de la nourriture aux enfants de la rue, mais socialement, il y a quelque chose qu'on peut faire. Après, il y a le plan spirituel qui n'est pas du tout à négliger parce que des fois, quand on se fixe des objectifs, on oublie le plan spirituel. Qu'est-ce que tu en es par rapport, où est-ce que tu en es par rapport au Coran? Est-ce que tu as terminé la lecture du Coran? Ou bien depuis, tu dis, je vais commencer, tu n'arrives jamais à te mettre à la lecture du Coran. Tu t'as déjà fini la lecture. Est-ce que 2025, tu ne veux pas essayer de mémoriser au moins 3 sourates, au moins 5 sourates, au moins 10 sourates? Où est-ce que tu en es? Est-ce qu'il n'y a pas de nouveaux doigts que tu as envie d'apprendre? Est-ce qu'il n'y a pas de nouvelles invocations que tu as envie de mémoriser? Est-ce que tu n'as pas envie de mettre en place une routine où au moins 1 ou 2 fois dans la semaine, tu vas faire la prière de Tahajjud? Est-ce que tu n'as pas envie de mettre en place une routine de Fajr où après Fajr, tu ne te recouches pas, tu lis le Coran, tu bois un bon thé, tu réfléchis sur tes projets, tu écris un peu? Je ne sais pas, mais sur le plan spirituel, il y a aussi des choses à faire pour te rapprocher plus d'Allah, pour créer plus de liens avec Allah, pour mériter son amour, ainsi de suite. Donc, voici, entre autres, ce qu'il faut pour choisir déjà, pour se fixer déjà un objectif. Et idéalement, pour 2025, il faut se fixer un objectif, au moins 1 à 3 objectifs dans chaque domaine de sa vie. Une fois qu'on a ça, il faut désormais maintenant mettre une bonne organisation en place qui nous permet de pouvoir atteindre cet objectif. Sinon, si on garde les mêmes habitudes et le même comportement, la même façon de faire, c'est évident qu'on ne va pas y arriver. Donc, cette organisation de façon concrète, lorsque j'ai un objectif annuel, l'organisation que moi je recommande et que je tire du livre L'art d'aller à l'essentiel. J'ai même créé un agenda pour adultes cette année où j'applique cette méthode-là dedans, mais l'agenda n'est pas encore sorti. Je ne sais pas si ça va sortir ou pas parce que souvent j'ai tellement de projets en cours. Et donc, une fois qu'on a l'objectif annuel qui est là, on doit maintenant le diviser en objectif trimestriel. Parce que des fois, l'objectif annuel, c'est trop gros. Ok, j'ai dit que je veux mémoriser 10 sourates en 2025. C'est top, c'est pour une année. Donc, je le divise en 3. Le premier trimestre, je dois en fait mémoriser combien de sourates. Donc, j'ai dit que pour 2025, je vais mettre de bonnes habitudes en place en famille. On va manger ensemble les dimanches, les samedis soirs, ces séances lecture familiales. On se met ensemble, les enfants nous lisent des livres, ils nous expliquent le contenu. Donc, je ne peux pas tout mettre en place en même temps. Donc, pour le premier trimestre, je mets au moins une première chose en place. Ensuite, deuxième trimestre, j'ajoute une. Donc, on va diviser comme ça l'objectif en objectif trimestriel. Et ensuite, on revient chaque nouveau mois, on va venir et, comment on appelle ça, prendre l'objectif trimestriel là et se fixer un objectif mensuel. C'est-à-dire, je me suis dit que pour le premier trimestre, je vais mémoriser 4 sourates. 4 sourates ou bien 3 sourates. C'est plus pratique, 3 sourates. Donc, le mois de janvier, je choisis la sourate à réviser. Puisque je divise les 3 sourates par 3 mois, ça fait une sourate par mois. Donc, le mois de janvier, c'est Souratul Maryam que je vais mémoriser. Le mois de février, je viens regarder mon objectif trimestriel encore. Je choisis l'objectif mensuel dedans. Et à la fin du trimestre, je fais le bilan pour voir est-ce que les objectifs que j'ai réalisés chaque mois m'ont permis de réaliser mon objectif trimestriel. C'est comme ça que j'avance dans tous les domaines de ma vie. Et à la fin de l'année, c'est l'ensemble des objectifs trimestriels qui me permettent de réaliser et de concrétiser l'objectif annuel. Ça, c'est une organisation qui marche et que moi, j'utilise depuis longtemps, depuis plusieurs années. Et franchement, ça marche de ouf. C'est vraiment top. Ça permet d'avancer de façon structurée. Tu as une vision très claire sur ce que tu veux dans l'année. Et chaque trimestre, tu t'assois, tu mets un objectif trimestriel. Et chaque mois, tu as ton petit agenda. Et dans cet agenda-là, tu mets tes objectifs mensuels. Maintenant,
Une fois qu'on a l'objectif trimestriel, on ne fonctionne pas non plus. Et l'objectif mensuel, on ne se dit pas, ok, j'ai déjà mis l'objectif mensuel en place, c'est bon, ça va marcher. Non. L'objectif mensuel aussi a besoin d'être décomposé en tâches hebdomadaires. C'est-à-dire mon agenda que j'ai dans la main, j'ai mon objectif trimestriel dedans. Et ensuite, j'ai plié la page. Derrière, j'ai mis le mois 1 janvier, j'ai mon objectif mensuel. Et maintenant, chaque semaine, c'est-à-dire la première semaine du mois de janvier, j'ouvre une nouvelle page et je mets la semaine, par exemple, du 1er au 7 janvier 2025. Et je mets les tâches de la semaine. Ça, ce n'est pas des objectifs, ce sont des tâches à accomplir. Et c'est l'ensemble des tâches que je vais accomplir semaine par semaine qui, à la fin des 4 ou des 5 semaines du mois, vont me permettre de réussir ou de concrétiser l'objectif mensuel. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que j'essaie de dire, parce que ça a l'air un peu technique, mais franchement, ça marche. C'est top. Si vous pouvez prendre des notes en même temps que je parle, ça va être encore plus facile à mettre en application. Donc, ça veut dire que la première semaine, par exemple, si je prends le cas de la mémorisation, je prends la sourate al-Mariam, je ne sais pas ça fait combien de versets. Si je dis, bon, ça fait 75 versets. 75 versets, je vais diviser, c'est juste un exemple parce que je ne me rappelle pas exactement. 75 versets, je vais prendre et diviser par 5 semaines, si j'ai 5 semaines dans le mois de janvier. Donc, je sais que chaque semaine, par exemple, je dois réviser 10 versets. Je dois mémoriser 10 versets. Donc, j'ai des tâches hebdomadaires. Mais on ne s'arrête pas là. On peut aussi, moi je le fais comme ça, chaque jour, c'est-à-dire le lundi matin, dès que j'arrive au bureau, je regarde mon objectif du mois et puis je liste toutes mes tâches de la semaine. On ne peut pas tout mettre, mais les choses les plus importantes qui doivent être impérativement réalisées dans la semaine sont déjà listées. Ça, c'est bon. Je tourne encore une page et je mets la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 13... on est le 13 décembre 2024. Donc, qu'est-ce que je veux faire impérativement dans la journée? Je ne peux pas mettre tout ce que je veux faire. Je vais mettre les choses qui doivent être essentiellement et impérativement réalisées dans la journée. Donc, je dois passer, par exemple, des coups de fil qui sont très importants. Je dois envoyer des mails qui sont très importants. Je dois travailler sur... Alors, il est 6 heures et mon fils m'a rejoint au salon. Il est couché à côté de moi dans le fauteuil. Désolée, c'est lui qui tousse un peu. On est tous touchés par les effets de l'harmattan. Donc, je dis que je mets la date d'aujourd'hui et je mets les choses que j'ai à faire dans la journée. Donc, les appels importants que je dois passer, les mails importants que je dois envoyer, les dossiers importants sur lesquels je dois travailler. Donc, ça, tout est listé. Et ça, franchement, c'est une façon de travailler qui est très, très efficace. To-do list, c'est la base. C'est la base. Ça a l'air trop basique, mais ça marche trop bien. Donc, à la fin de la journée, avant que je ne quitte le bureau, j'ouvre mon agenda et puis je check. Voilà. Tout ce qui a été fait, je mets une sorte d'un truc devant pour valider. Ce qui n'a pas été fait, je mets une croix devant. Et lorsque je reviens demain, en faisant la liste de ma journée de demain, là, lorsque j'arrive le samedi, c'est pas tous les samedis que je travaille, mais si j'arrive samedi au bureau et que je dois faire la liste de ma journée, je vais d'abord regarder la liste d'hier. Les choses que je n'ai pas pu faire et qui devaient être faites sont les premières choses sur ma liste avant d'ajouter les choses à faire aujourd'hui. Donc, voilà un peu ce que moi je peux recommander en termes d'organisation basique. Mais il faut savoir que dans tout ça, là, il faut, dans la journée, il faut faire ce qu'il faut pour avoir la baraka dans son temps. C'est ce qui permet de réaliser de grandes choses et d'avoir de l'impact. Parce que si on s'organise comme ça, top, et qu'on laisse les heures de prière passer, on ne prie pas à l'heure, et que notre journée ne tient pas compte des heures de prière, tu prends des rendez-vous à des heures de prière à des lieux que tu ne peux pas prier, ainsi de suite, finalement, tu auras beau t'organiser, en tout cas moi personnellement, tu cours, tu ne vas jamais finir de courir. Mais quand tu t'organises autour des heures de prière, que la priorité est donnée à Allah subhanahu wa ta'ala dans la journée, il met la baraka dans le temps et tout ce que tu fais par la grâce d'Allah aura vraiment de l'impact et aura un effet beaucoup plus grand que ce que tu auras même fourni comme effort. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Et n'oubliez pas de suivre, d'évaluer au fur et à mesure des mois et des semaines et aussi du trimestre.
Allez, on se dit à la prochaine, Inch'Allah.